Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job, aujourd'hui, on parle de la charge mentale des salariés, mais aussi des dirigeants que peuvent faire les entreprises. Et on en parle avec Marine Billiard, elle est notre invitée, fondatrice du groupe Synto, créé en 2013, avec 4 petites entreprises, des structures. On parlera de Quatuor, service d'externalisation de l'intendance aux PME. On fera le point avec elle dans quelques instants. Les entreprises s'engagent avec ce réseau très dynamique pour l'emploi des jeunes, mais pas seulement. Et on accueillera Benjamin Frémaux, le président d'IDEX, une entreprise au cœur de l'actualité et de la décarbonation. Il est notre invité dans Les entreprises s'engagent. Le cercle RH, c'est un sujet d'actualité. On en a parlé à l'occasion d'une interview croisée entre le ministre du Travail et le ministre de l'Intérieur. Un titre de séjour pour les métiers en tension. Où en sommes-nous exactement? Quel est l'objectif? On en parlera avec Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force ouvrière. Il prend la parole sur notre plateau. Et puis le député Aurélien Taché, à l'époque, il avait remis justement un rapport au Premier ministre justement sur l'accueil des étrangers. Et puis on terminera avec Fenêtre sur l'emploi. Rien ne vaut la cooptation. Bah oui, la cooptation. Caroline Mignot sera notre invitée, cofondatrice de Refer, podcast Host Marketing Square. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. On parle aujourd'hui bien dans son job de la charge mentale des salariés, mais plus précisément d'ailleurs des entrepreneurs, de ceux qui créent leur entreprise et qui se retrouvent face à 1000 sujets qui sont souvent très éloignés de leur cœur de métier. On en parle avec vous, Marine Billiard, vous êtes fondatrice du groupe Synto. Alors ça, c'est un peu plus ancien, c'est 2013. Tout à fait. Mais le jeune bébé, c'est Quatuor. C'est quoi? C'est 2021 ? Pendant le Covid, j'avais amorcé l'idée avant et puis effectivement, pendant cette période, je me suis dit... venant du secteur de l'hôtellerie avec Saint-Honoré Cleaning qui fait partie du groupe Synto, qu'est-ce qu'on pouvait faire et apporter aux dirigeants. Et l'idée est venue aussi, moi, de mon besoin. En fait, une entreprise entre 10 et 150 collaborateurs, le dirigeant se retrouve à faire et à devoir faire beaucoup de choses, que ce soit la commande de café, l'anniversaire, toutes les choses du quotidien qui font qu'à un moment donné, on ne sait pas à qui le confier. Et en général, c'est le dirigeant qui se retrouve le dimanche à monter le bureau et aller acheter le papier toilette. Alors ça c'est l'histoire de l'entrepreneur, du dirigeant qui finalement se retrouve à tout faire. Ouais. Aller même chercher la voiture de location pour pouvoir tout gérer, les billets de train. Bref, c'est ça finalement que vous allez alléger. Et ce qu'on appelle d'une manière très scientifique, la charge mentale. Vous dites, l'entrepreneur, il a besoin, et c'est d'ailleurs votre métier d'entrepreneuse, parce que vous êtes mentor au MoveJ, je tiens à le signaler, puis vous avez été accompagné par l'IME. Quand même, c'est un casse-tête chinois d'être entrepreneur. Et ça a été votre cas d'ailleurs. Ça a été mon cas et c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs. Comment faire pour que lui-même soit dédié à son cœur de métier et qu'il n'aille pas aussi éventuellement solliciter ou embêter ses collaborateurs. Tiens, est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire ça? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, souvent, on peut aussi être gêné. De demander d'aller faire les courses en bas parce qu'on n'a pas... Mais au-delà de l'anecdote d'aller faire les courses ou d'aller chercher les ramettes de papier ou les cartouches d'encre, cette charge mentale, elle pèse lourd dans le business pour l'entrepreneur, parce que le fait qu'il perde autant de temps à de la logistique, il ne peut pas aller faire du commercial, de la stratégie. Ouais. L'idée, c'est de libérer son temps et qu'il soit dédié focus sur son cœur de métier et qu'il puisse... et s'assurer aussi que ses collaborateurs ont tout pour bien bosser. Concrètement, on va revenir un peu sur l'historique, parce que 2013, vous êtes un peu spécialisé sur le nettoyage des hôtels, de l'hôtellerie, c'est votre secteur. Là, on est bien d'accord que le service que vous proposez, la palette d'outils que vous proposez, elle est ouverte à toutes les entreprises, ETI, PME, quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient. Après, ça concerne plutôt des entreprises de 10 à 100, 150 collabs. Après, dans des ETI, pourquoi pas sur des business units. Mais c'est principalement le dirigeant qui, à un moment donné, gère tout et se dit comment je peux externaliser et remettre aussi Il y a ce côté où on va aussi remettre de l'humain. C'est-à-dire que le Quatuor, à un moment donné, soit je vous mets quelqu'un à disposition dans vos bureaux. Vous le détachez. Je détache une journée, 2 journées ou 5 jours. Ou même, on a un format coupon. C'est-à-dire qu'il y a un système d'abonnement où vous nous appelez et voilà, je voudrais un sapin de Noël, j'ai pas le temps de m'en occuper, mon assistante est sous l'eau, c'est organiser des anniversaires, c'est mettre en place le tri sélectif. Il faut qu'on le fasse, je sais pas à qui demander, personne n'est expert. Sans aucune acrimonie à l'égard de nos dirigeants, tout ça, ça peut être considéré par un dirigeant comme des petits gadgets, quoi, des choses qui sont à la fois utiles et qui sont finalement assez fastidieuses. C'est ça en fait le sujet. Chronophage, voilà. Utile,
utile. Aujourd'hui, si on veut aussi fidéliser nos collaborateurs, on a envie de faire en sorte qu'il y ait un environnement et un cadre de travail agréable. Le profil et le service que vous offrez quand il est question d'aller chercher le sapin de Noël et décorer le hall de l'entreprise, c'est pas pareil que de détacher un salarié. Et j'imagine que la demande n'est pas pareille. Jusqu'où on peut aller avec Quatuor? Je peux vous dire, j'ai besoin d'une personne dans la journée pour me faire ma compta? Non, on n'est pas sur la partie administrative. C'est pas la partie administrative. Non, mais c'est pour ça que c'est bien de cadrer les choses. On recrute des profils qui viennent de l'hôtellerie, des duty, des gouvernantes ou des réceptionnistes. Voilà, c'est ça. Qui ont ce sens du service. Et aussi, dans le terrain, on est formé. Il y a un problème, il y a toujours une solution. Ça, c'est l'esprit Palace Grand Hôtel. Ouais. Je veux une coupe de champagne glacée avec cette marque, vous l'aurez. C'est ça l'idée. C'est l'idée. En tout cas, dans le luxe. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous allez voir les chefs d'entreprise, parce que vous allez évidemment aller les démarcher. Vous allez ouvrir la porte comment? En disant, je sais que vous avez une très grosse charge mentale, j'y suis passé. Je suis là pour vous aider. C'est comme ça que vous allez faire votre quotidien et faire en sorte que toutes les poupouilles chronophages soient plus un sujet. Vous n'avez plus à venir avec votre trousse à outils le dimanche pour monter le bureau de votre collaborateur qui arrive lundi, à gérer aussi l'intendance. Vous avez des bureaux, il y a toujours des problèmes techniques. Ça, vous le gérez, hein? Oui. Non, mais là, ça veut dire des données techniques. Là, des données techniques. Nous, on va trouver la personne qui va venir réparer la partie informatique, réparer s'il y a une inondation, une fuite d'eau. Nous, on est le levier et le coordinateur pour faire en sorte que la partie opérationnelle, la dimension humaine et de convivialité soit au rendez-vous pour une boîte de 10 qui va d'ailleurs passer à 15 ou à 20. C'est ça. Donc, je veux déménager, comment je fais? On donne le coup de main pour que ça soit... D'accord. Donc, pour qu'on y voit bien clair dans ce concept qui est très intéressant, c'est-à-dire que vous transposez le mode maître d'hôtel de luxe à l'entreprise, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable, en quelques minutes, avec son carnet d'adresses, sa capacité, d'aller chercher tous ceux dont vous avez besoin. Et c'est pas forcément, on est bien d'accord, le maître d'hôtel qui va se déplacer. Lui, il va trouver l'entreprise, il va la mettre en relation, il va la faire aller très vite sur le site. C'est ça, en fait, votre business. Et on fait aussi faire, en général, 3 devis pour qu'il y ait vraiment quelque chose de comparatif. Et en général, le dirigeant, rien que de dire, il faut que j'appelle, il faut que je trouve le contact, il faut que je fasse faire 3 devis, ensuite il faut que je le signe, il faut que je m'assure que les entrepreneurs viennent si à un moment donné il y a des travaux. En général, on le met de côté. Ça, c'est très intéressant parce que c'est aussi le profil d'entrepreneur de ce type start-up, scale-upper, qui globalement développe et finalement oublie qu'il faut mettre du RH, qu'il faut mettre... c'est ça, en fait, hein, c'est votre cible. Oui. Vous vouliez devenir océanographe, c'est fini, vous avez oublié ça. Ah ben parce qu'on travaille sur les plateaux sur les émissions Smart Job. Vous regrettez pas la mer? Parce que je l'ai précisé tout à l'heure, vous avez été accompagné par l'IME, et puis aujourd'hui vous mentorez. Ça veut dire que vous rendez ce que vous avez reçu, et indépendamment de votre business, il y a aussi c'est quand même cette idée de serrer les coudes entre entrepreneurs. C'est un peu ça l'idée. Complètement. Oui, on en a besoin. Et effectivement, moi j'ai reçu tellement de l'IME qu'on fait le renvoi d'ascenseur et on accompagne, et j'accompagne aussi des jeunes entrepreneurs. Voilà, c'est un clin d'œil aussi que l'on fait à Dominique Restino, le MoveJ et l'IME, qui sont vraiment des structures assez incroyables. Quatuor, c'est une des filiales, on est bien d'accord, je ne dis pas de bêtises, du groupe Synto, que vous avez créé en 2013. Et aujourd'hui, Quatuor, ça va résoudre pas mal de sujets dans votre quotidien, vous qui êtes des décideurs. Merci Marine Billiard d'être venue nous rendre visite à la tête donc, de cette structure, service d'externalisation de l'intendance aux PME, une des 4 entreprises qui constituent le groupe Synto. Merci de nous avoir rendu visite. Tout de suite, on s'intéresse aux entreprises, celles qui s'engagent, et on va accueillir une personnalité de ce réseau. Il est notre invité. Les entreprises s'engagent, et ce réseau qui est notre partenaire qui chaque semaine nous dévoile un chef d'entreprise, un dirigeant, et aujourd'hui on accueille Benjamin Frémaux. Bonjour Benjamin. Bonjour. Président d'IDEX, vous êtes à la tête d'une entreprise qui est assez incroyable, 5500 collaborateurs, avec je dirais un cœur de sujet qui est alors vraiment le cœur de l'actualité, je dirais la plus brûlante, et sur le long terme, qui est la décarbonation de notre énergie. C'est totalement incroyable. Enfin, quelques mots sur votre entreprise. C'est des métiers au départ assez traditionnels, puisqu'on s'occupe des infrastructures énergétiques des bâtiments et des villes. Et effectivement, ces 10 dernières années, on a très très fortement accéléré dans la décarbonation de ces types d'énergie, que ce soit dans votre bâtiment ou
au niveau d'une ville. Vous proposez, et c'est intéressant, et on va parler de votre politique RSE, c'est-à-dire de vos engagements aussi RSE, et puis effectivement des salariés qui travaillent chez vous. Vous créez en fait de l'énergie propre, c'est quoi? C'est du méthane, on méthanise, le méthane, c'est le nom du gaz, donc non, c'est pas particulièrement propre. En revanche, on utilise du biométhane. On va utiliser du biométhane, on va utiliser de la biomasse, on va utiliser de la ressource locale, que ce soit de la géothermie ou d'autres types de ressources qu'on peut trouver. Vieille ressource, la géothermie. C'est une vieille ressource, mais elle s'exploite de plus en plus aujourd'hui dans tout type de format. Vous êtes, j'allais dire, adhérent, parce que ce réseau grossit de semaine en semaine. Dans ce réseau, des entreprises s'engagent, tout engagées pour mener des initiatives, pour se mettre en réseau. Quelle a d'abord été votre démarche quand vous vous êtes connecté à ce réseau? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Alors, c'est une initiative qui n'est pas si vieille que ça. Les entreprises s'engagent, parce que ça a été créé par le président de la République en 2018, sous l'initiative d'Elisabeth Borne, quand elle était encore ministre du Travail. Et ça résonne beaucoup chez IDEX, parce qu'on a une entreprise qui est historiquement très engagée, avec des collaborateurs qui sont très engagés, mais on a aussi des problématiques d'accès aux ressources humaines qui sont très fortes. Et donc, ça nous semblait naturel, on va dire, d'aligner nos engagements dans ce type d'association avec nos valeurs. Entreprise vertueuse qui va nous amener à faire cette bascule, ça c'est vraiment évidemment essentiel, une politique RSE assez forte et un engagement social et sociétal très fort. L'enjeu pour vous aujourd'hui, c'est de dire quoi? C'est venez dans nos entreprises, on y fait un métier passionnant, et en plus vous décarbonez, c'est-à-dire que c'est bon pour la planète. C'est exactement ça, on veut également dépoussiérer l'image d'un secteur où, effectivement, nos techniciens étaient essentiellement des hommes. On veut expliquer que ce métier il peut tout à fait s'ouvrir aux femmes. On avait des métiers traditionnels. On veut montrer que dès tout jeune, on peut apprendre ce type de métier. Donc, on a très fortement poussé l'alternance. C'est ce type d'initiative qu'on veut pousser. On a très fortement insisté ces dernières années sur le handicap, la lutte contre les discriminations et notamment sur l'acceptation du handicap. On peut rentrer chez IDEX, être une femme, être handicapé et être dans un environnement qui est inclusif et où il fait bon travailler. Ce que je trouve vraiment intéressant dans votre démarche, c'est que c'est une entreprise assez incroyable qui grossit, qui se développe. Évidemment, les collectivités, les institutions se disent qu'il faut trouver des solutions pour arrêter de prendre du gaz. Évidemment, la guerre en Ukraine et la guerre avec les Russes. Concrètement, vous êtes un petit parmi les gros, en fait. C'est ça l'enjeu. Oui, alors nous, on est une grosse ETI ou un petit groupe, et il y a effectivement des énergéticiens que tout le monde connaît, qui sont beaucoup plus gros que nous, souvent d'ailleurs issus soit d'un gazier, soit d'un nucléaire, d'un pure player nucléaire. Exactement. Nous, on est les pure players de la décarbonation. On ne fait que ça, on a toujours fait que ça, et c'est ça qui rend l'entreprise, on va dire, intéressante et attractive, parce que quand on vient chez IDEX, on sait pourquoi on est là. Et je pense qu'elle mérite d'être connue aussi pour ça. Donc ça, c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui, les présidents d'entreprises, aussi grandes soient-elles, vous avez 5500 collaborateurs, viennent sur des plateaux de télévision et j'allais dire, mouillent la liquette comme ils ne l'ont jamais fait auparavant. Il y a 15 ans, il y a 10 ans, le marché de l'emploi se faisait, vos RH faisaient le travail, et puis vous étiez sur de la stratégie, je dirais, très business. Là, aujourd'hui, vous venez sur un plateau de télé pour nous dire, regardez comme mon entreprise est sympa. Alors, de manière très concrète, chez IDEX, on a 500 postes ouverts sur 5500, donc c'est considérable. 10% de l'effectif. Voilà, 10% de l'effectif qui est à trouver. Et je vous parle en statique, parce que comme l'entreprise grossit très vite, on investit énormément pour le compte de nos clients, dans des chaufferies biomasse, dans des réseaux de chaleur. Investissements lourds. Dans des investissements en euros qui sont très lourds. On a besoin de ressources humaines pour accompagner ce développement. Et donc, les 500 aujourd'hui, si on ne se bouge pas, effectivement, ça peut être plus demain. Et nous, ce n'est pas notre intérêt que d'avoir autant de postes ouverts dans l'entreprise. Et j'ai besoin que ces postes soient pourvus pour servir au mieux mes clients. D'où l'idée aussi de ces réseaux d'entreprises qui s'engagent, d'abord localement, régionalement, puis nationalement, pour essayer peut-être de faire un partage de difficultés, un partage d'idées. Oui, le partage de bonnes pratiques, je pense que c'est quelque chose qui nous intéresse énormément. On va se parler franchement, les entreprises s'engagent, pour moi, pour nous, chez IDEX, c'est aussi des bonnes pratiques en matière de RSE, de responsabilité sociale et environnementale. Alors nous, notre métier, il est consubstantiel à la RSE, on va dire. Ça nous empêche pas d'avoir nos propres problématiques
au-delà de la décarbonation des territoires, il faut qu'on soit meilleur sur l'inclusion de nos salariés, il faut qu'on soit meilleur sur l'emploi, il faut qu'on soit meilleur sur l'éthique. Et c'est ces choses-là, c'est ces thématiques-là qu'on aborde également dans ce club. Il nous reste 1 minute, ça veut dire très concrètement que vous déployez une stratégie. Comment on s'y prend quand on est avec des sites? Il faut quand même préciser que ce n'est pas une tour où il y a 5500 collaborateurs. Tout ça est épars. Alors c'est une très bonne question et c'est aussi pour ça qu'on a recruté une directrice de l'engagement qui s'appelle Charlotte Leca et qui va porter cette stratégie. C'est une stratégie qu'on porte au niveau du COMEX. Il faut que ce soit porté au plus haut niveau de l'entreprise et on va la déployer exactement comme une stratégie, on va dire, financière ou opérationnelle classique. Ça infuse jusqu'au plus... Et le plus compliqué, c'est que ça infuse jusqu'au terrain. C'est ça qui nous préoccupe, on va dire, quotidiennement. Merci Benjamin Frémaux. D'abord ce chiffre, 500 postes ouverts chez IDEX. Alors allez voir parce qu'il y a aussi des postes de techniciens. Ce sont des métiers très précis. Techniciennes également. Et techniciennes, évidemment, on ne les oublie pas. Mais il y a certains secteurs d'activité, vous en conviendrez, où il est difficile de trouver des femmes. Tout à fait. Donc il y a aussi un travail sur les formations initiales dès le début. Et merci d'être venu nous rendre visite. Vous êtes président d'IDEX, 5500 collaborateurs. On décarbone notre société avec des installations évidemment très très lourdes. Importante en termes d'investissement et vous accompagnez les institutions, vos collectivités qui sont peut-être chauffées. Pas que les collectivités, les entreprises également qui peuvent bénéficier de nos services. Bon, écoutez, merci en tout cas Benjamin Frémaux d'être venu nous rendre visite. On va parler d'un sujet qui intéresse tous les décideurs. Vous avez entendu parler de ces titres de séjour sur les métiers en tension, c'est le titre de notre débat. Interview croisée entre le ministre de l'Intérieur et le ministre du Travail avec cette idée de faire avancer ce sujet et de ne pas laisser ces femmes et ces hommes en grande majorité sur le bord de la route ou alors logés devant le Conseil d'État pour l'actualité la plus récente, leur donner un travail, un accès à l'emploi. C'est un sujet éminemment important. Et c'est un sujet évidemment éminemment irritant. On en parle avec mes invités juste après la pause. Vers un titre de séjour sur des métiers et pour des métiers en tension. Vous avez probablement lu cette interview croisée entre Olivier Dussopt, le ministre du Travail, et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. C'était comme ça un petit pavé dans la mare qui a suscité à cette période d'ailleurs un débat politique enflammé, passionné. Notre sujet aujourd'hui à nous, c'est de se dire mais marché de l'emploi pénurique, difficulté de pouvoir accéder à certains salariés, et puis l'actualité la plus récente, et on va en parler avec mes invités, c'est ce sit-in où des tentes se sont installées devant le Conseil d'État d'étrangers, de migrants qui sont là et qui réclament évidemment un accès à des droits et aussi à des droits pour accéder à l'emploi, ce qui est souvent un parcours du combattant incroyable. On en parle avec mes invités. Est-ce que les choses ont un peu évolué depuis cette interview? Parce que évidemment l'Assemblée va devoir s'emparer de ce sujet. Avec nous, Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière, le nouveau secrétaire général de Force Ouvrière. Vous venez de la métallurgie, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore bien. Vous aviez créé chez Schlumberger votre propre syndicat, on est bien d'accord. Vous êtes un homme de la base, parce que certains s'interrogeaient, est-il un apparatchik du syndicalisme ou un homme de la base? Vous êtes un homme de la base. Ben oui, je suis un homme de la base, mais il n'y a pas d'apparatchik dans le syndicalisme. Ce sont des gens qui progressent, on débute dans l'entreprise ou dans l'administration, on crée le syndicat, puis après on évolue. C'est ça la base du syndicalisme. Pour prendre les rênes donc, de ce syndicat et pour en devenir le secrétaire général, Lise Faron, merci d'avoir répondu à notre invitation. Responsable des questions entrée, séjour et droits sociaux, on est en plein cœur du sujet à la CIMAD. En quelques mots, la CIMAD, c'est quoi? C'est une association qui accompagne ces demandeurs d'asile? Oui, tout à fait. La CIMAD, c'est une association qui aide les personnes étrangères en France et à l'international. Et on est implanté partout en France avec un réseau d'une centaine de lieux d'accueil où on accompagne des personnes dans leur démarche d'accès aux droits. Comment vous avez réagi, parce que je me tourne vers le responsable syndical, quand vous avez entendu cette interview croisée? Alors ça a suscité évidemment un débat politique, mais on va vite le mettre de côté. Marine Le Pen, c'est un nouveau nom à une campagne de régularisation des clandestins. Évidemment, ce débat a été posé sur le débat politique, mais la réalité du jour, c'est qu'on a 300 000 emplois non pourvus dans des secteurs sous tension, l'hôtellerie, le BTP, l'aide à la personne, et qu'on ne trouve pas aujourd'hui, que les groupes et les entreprises ne trouvent pas de salariés. Est-ce que vous dites que c'est la bonne voie que de permettre à ces étrangers, on peut trouver migrants, demandeurs d'asile, ils ont plusieurs noms,
un emploi le plus vite possible. Est-ce que vous y souscrivez ou est-ce que vous, en tant que responsable syndical, vous dites il faut quand même d'abord penser aux demandeurs d'emploi français qui, eux, ne trouvent pas de boulot. Sur quelle ligne vous êtes ? Alors déjà, je suis sur une ligne, c'est sur mon compte Twitter, c'est qu'au fond, il n'y a qu'une seule race, l'humanité. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Jean Jaurès. Donc, il n'y a pas de sujet. Maintenant, sur ces métiers, attractivité des métiers, c'est salaire, conditions de travail et tout cela. Et le nombre d'emplois non pourvus aujourd'hui, à peu de choses près, 20 000 de moins en 2019 avant la pandémie. Aujourd'hui, sur ces emplois non pourvus, ce que je souhaite, c'est qu'on donne à tous les salariés, quels qu'ils soient, les mêmes conditions. Qu'aujourd'hui, certains disent il faut faciliter pour des migrants ou des exilés un certain nombre d'emplois, si c'est pour faire baisser les conditions de travail ou faire baisser le salaire. Aujourd'hui, 40%... C'est le débat qui est posé, cet indice finalement. C'est oui, non seulement une mesure de régularisation massive, puis c'est une manière un peu cynique d'utiliser de la main-d'œuvre bon marché en la payant moins que si on allait faire appel à Pôle emploi. La question est posée. C'est ce que nous avons déjà connu dans les années 70 et tout cela. Lorsqu'on remplissait les usines automobiles. Il n'y a pas de nouvelle méthode. On est toujours sur la même chose. On stigmatise. 40% de ceux qui liquident leur retraite à 67 ans sont issus de l'immigration. Pourquoi ? Parce qu'au départ, les papiers, on ne leur fait pas tout de suite. On fait un certain nombre de choses extravagantes, notamment dans les plateformes. Ça repousse leur droit à la retraite. Notamment dans les plateformes comme Justit ou d'autres. Et bien ça, c'est inadmissible. Lise Faron, je me tourne vers vous. Vous dites, j'ai envie d'y croire, parce que d'abord, la critique a porté sur l'idée que le ministre de l'Intérieur et le ministre du Travail parlent la main dans la main, ce qui, d'apparence, semblait logique, mais ça a été critiqué. Vous dites, nous, on a envie d'y croire, on a envie de se dire, donnons-nous une chance de donner à ceux qui sont actuellement en train de dormir devant le Conseil d'État la possibilité d'accéder le plus vite possible à l'emploi. Aujourd'hui, c'est combien ? C'est 6 à 9 mois, le délai ? Alors 6 à 9 mois, c'est pour les demandeurs d'asile, mais en fait, si on parle des personnes étrangères en France qui vivent sans papier, ça peut être vraiment des années. Enfin, il y a des personnes qui sont en France depuis 10 ans ou plus, qui travaillent au noir et qui n'obtiennent pas de titre de séjour et qui n'arrivent pas à être régularisées. Donc, et pourtant, ils payent des impôts. Alors, en tout cas, ils déclarent effectivement leurs impôts et après, ils en payent en fonction de s'ils sont imposables ou pas. Donc, pour nous, la question, à la CIMAD, on est vraiment sous l'angle de l'accès au droit. Donc, effectivement, l'enjeu pour nous, c'est de donner accès au droit, dont accès à l'emploi, mais parce que ça permet d'avoir accès à des revenus et donc à des conditions de vie dignes. Et donc, effectivement, on est favorable à des mesures qui sont en faveur de la régularisation des personnes étrangères en France. Vous parliez tout à l'heure de régularisation massive. On est assez dubitatif sur le caractère massif que pourrait donner, auquel pourrait aboutir cette création d'un titre de séjour métier en tension. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les personnes étrangères qui travaillent dans des métiers comme le bâtiment, la restauration, les entreprises de ménage... Elles sont là, on les voit. Elles sont sur les chantiers, elles sont dans les bureaux. Elles sont là, mais du coup, elles travaillent dans des métiers qui, pour beaucoup, ne sont pas répertoriés dans la liste des métiers en tension. Le ministre a dit qu'il y aurait une nouvelle liste en 2023, là, en janvier. J'imagine que vous l'attendez. Oui, effectivement, c'est sûr que s'il y a un titre métier en tension, la question de la liste et de son actualisation va être vraiment cruciale. Mais on peut vraiment se questionner sur la possibilité pour le gouvernement de définir une liste et de la mettre à jour de façon suffisamment rapide et opérationnelle par rapport à une autre approche qui pourrait être en fait de faire confiance aux patrons qui emploient des personnes sur le territoire parce qu'elles sont là et que c'était le seul ou le meilleur candidat pour cet emploi-là. Ça ne marche pas tout à fait comme ça aujourd'hui parce que c'est à la préfecture de décider si... Bien sûr. Non, il faut donner la règle. Si dans le secteur donné, la personne étrangère qui n'a pas de papier, il y a des emplois à Pôle emploi ou des salariés qui attendent l'emploi, eh bien la préfecture choisira évidemment le salarié répertorié à Pôle emploi. C'est comme ça que ça marche. Donc il ne peut pas accéder au poste. C'est un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui, il y a un peu deux systèmes qui coexistent en matière d'accès au séjour par le travail et ils sont assez tordus et on s'y reprend à chaque fois pour essayer de les réexpliquer. Donc c'est un peu compliqué. Mais pour les personnes sans papier, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il faut justifier qu'on est présent en France et qu'on travaille déjà. Oui. Et donc, il y a un système très absurde qui marche complètement sur la tête. Non, ils n'ont pas le demande droit. Aux personnes sans papier et à leurs employeurs de justifier qu'en fait, ils sont en situation de travail illégal depuis plusieurs mois.
on parle de au moins 8 mois sur les 24 derniers c'est de mois l'absurdité ou au moins totale. 30 mois sur les 5 dernières années. Donc ça, c'est... Donc c'est-à-dire que vraiment l'employeur se retrouve mêlé à l'idée qu'il a utilisé un salarié en situation illégale, parfois même le payant de la main à la main, on est d'accord. Et ça, il faut le justifier. Ça vous choque, j'imagine, Frédéric Souillot, cette Mais bien situation? sûr, ça nous choque. C'est absurde. Aujourd'hui, il y a une commission du travail illégal dans l'agriculture. Oui, les saisonniers. La présidente est secrétaire confédérale à Force ouvrière de cette commission sur le travail illégal. Bien sûr, c'est absurde. Et sur comment est-ce qu'on trouve une solution pour alléger et leur donner le plus rapidement possible des papiers, un emploi et des droits, puisque tous les droits que nous avons sont liés à nos papiers et pas à ce que vendent certains sur régularisation. Est-ce qu'il faut se parler cash? Est-ce que sur certains secteurs en tension, et on l'entend quand les gens se lâchent un peu, ils vous disent mais ce sont des emplois peu qualifiés, sous-qualifiés, pénibles, à horaires décalés. Et il suffit de regarder aujourd'hui ces emplois par qui ils sont occupés, par des personnes étrangères ou d'origine étrangère, parce que aujourd'hui, ceux qui sont à Pôle emploi ne veulent pas prendre ces emplois. Cette réalité, elle est réelle. Alors, ceux qui sont à Pôle emploi ne veulent pas prendre ces emplois, ça, je le... Vous l'entendez ou pas? Vous le niez? Non, je ne l'entends pas. Les offres de Pôle emploi, vous avez une formation, un CV, ce que vous avez fait comme métier pendant des années. Eh bien, le conseiller Pôle emploi vous oriente vers des offres qui vont vers vos compétences et vos qualifications. Il essaie en tout cas. Non, il le fait. Je redis qu'effectivement, lorsque les immigrés, mais on a eu des vagues d'immigration en France successives, c'était ceux qui prenaient les emplois les plus pénibles, les moins bien payés. Je pense aux mineurs, pour repartir dans une période de notre histoire parfois douloureuse. C'est ça la réalité aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'enjeu, au-delà du débat politique qui est posé sur la régularisation massive portée par Marine Le Pen. Il y a aussi ce débat-là, c'est de se dire, attention, il faut aussi que ces personnes aient un salaire décent et qu'elles ne soient pas utilisées, je dirais, comme, je mets des guillemets, mais un peu comme de la chair à canon économique. Pour nous, Vous êtes d'accord avec ça? il ne doit pas y avoir de différence de salaire, de conditions de travail et de contrat de travail entre un salarié français à Pôle emploi qui a des papiers et un migrant qui n'a pas de papier. Lucie Faron, vous nous disiez tout à l'heure l'absurdie. On doit justifier d'avoir travaillé en situation illégale. Et évidemment, le chef d'entreprise est mêlé à cette histoire puisqu'il est obligé de justifier qu'il l'a utilisé. Donc là, on passe l'éponge sur l'illégalité et ensuite il engage une procédure, parce que je vous ai arrêté, il engage sa procédure de quoi? De régularisation ou d'accès au travail? Là, aujourd'hui, l'employeur doit fournir tout un tas de documents à la personne, dont notamment des fiches de paye, sur donc un certain nombre de mois et d'années antérieures à la demande, des documents relatifs à son entreprise, etc. Et la personne va, avec tout ce dossier-là, en préfecture, déposer une demande de régularisation. Et la préfecture décide de façon discrétionnaire de l'admettre ou non au séjour et donc de l'autoriser à travailler. Lise, évidemment pas Lucie, Lise Faron, c'est important de donner les bons prénoms, mais si c'est important. Ça veut dire qu'on se souvient de ce boulanger, mais ça c'était le cas le plus médiatique, qui était lancé dans une grève de la faim à Besançon, qui d'ailleurs s'est lancé ensuite en politique. Et en fait, il y a des centaines d'artisans, de salariés qui dirigent leur petite boîte et qui ne veulent pas se séparer de leurs collaborateurs. Il est en situation illégale, ils le savent, mais ils en ont besoin parce qu'il est compétent. Concrètement, qu'est-ce que vous dites aux politiques aujourd'hui? Parce que là, il y a eu cette annonce dans Le Monde, bon, très bien, une liste des métiers sous tension publiée j'espère, en janvier 2023. Et après, qu'est-ce que vous dites là aujourd'hui, vous? Qu'est-ce que vous proposez sur la commission saisonnier, par exemple, l'agriculture, qui est un vrai sujet? Comment on fait? Moi, ce que je leur dis, il n'y a pas que métier en tension. Il y a tous les métiers. Quand on rentre dans notre pays, dans notre République, eh bien, on doit pouvoir fournir des papiers temporaires, définitifs et tout cela, pour que tout le monde puisse accéder à l'emploi, mais pas un sous-emploi. Le même emploi que celui auquel je postulerais si j'étais à l'assurance chômage. Le syndicat, depuis la charte d'Amiens de 1906, ne fait pas de politique, mais on voit bien on fait de la politique syndicale. Mais la charte d'Amiens, je crois, vous empêche d'en faire sur le plan politique. Oui. Mais quand même, il y a un débat politique qui est posé. Enfin, je veux dire, c'est Marine Le Pen qui allume la mèche, mais cette espèce d'enjeu de se dire, est-ce qu'on ne crée pas un appel d'air? Est-ce qu'on, parce que c'est ça la question qui est posée par tous les ministres de l'Intérieur, et la CIMAD est en première ligne sur ce sujet.
Comment vous résolvez cette question-là? Elle est à la fois sociétale, économique et très politique. Ouais. Bon, la question de l'appel d'air, c'est un peu le chiffon rouge qui est agité en général par la droite dès qu'on parle d'une mesure qui améliorerait l'accès aux droits des personnes. En fait, au cours des dernières années, les différentes mesures qui ont parfois pu être prises pour améliorer l'accès aux droits des personnes n'ont jamais créé d'appel d'air. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a toujours eu des migrations, qu'il y a tout un tas de mesures qui sont prises pour essayer de limiter On est dedans, là. migratoires. On est dedans, notamment avec le futur projet de loi, et que tout ça ne fonctionne pas pour plein de raisons qu'on ne va pas développer ici. Mais voilà, c'est vraiment ce mythe de l'appel d'air qui sert d'alibi, en fait, pour éviter de prendre des mesures qui favoriseraient l'accès aux droits. Et du coup, je rejoins ce que disait M. Souillot là, sur la question de permettre à tout le monde d'exercer un emploi ou ses droits dans les mêmes conditions. Voilà, donc on est, à la CIMAD, on critique vraiment cette... L'utilisation politique, ça. en tout cas, de ce sujet. Je vous repose la question, Frédéric Souillot, parce que vous vous êtes exprimé depuis que vous êtes secrétaire général, mais vous ne prenez pas la parole tous les jours dans les médias. Mais sur ce sujet-là, les syndicats, à leur base, sont divisés. Il y a certains qui disent qu'il faut d'abord une préférence nationale pour l'emploi. D'autres qui disent, alors vous êtes plus universaliste et vous l'avez affirmé sur ce plateau, c'est pas aussi clair que ça chez les syndicats. Et chez vous aussi, d'ailleurs. Alors, chez nous, dans notre organisation syndicale, on n'a pas ce débat. Il n'y a pas de débat de préférence nationale. Ce que l'on dit, c'est que quand on est travailleur, on a des droits. Eh bien, qu'on soit migrant, demandeur d'asile ou français installé de bonne souche, on doit avoir les mêmes droits. Il n'y a pas de différence. Et chez nous, on ne parle pas de préférence nationale. À Force ouvrière, on a eu un congrès, on était 2500. Jamais une fois ce n'est venu à la tribune pour parler de préférence nationale. Il faut résoudre le problème sur le plan syndical et politique, puis il y a le débat technique. Qu'est-ce que vous attendez là, des mois qui viennent? On va changer d'année dans quelques semaines. Je leur dis cette liste des métiers, et après, ces personnes qui sont devant le Conseil d'État, qu'est-ce qu'elles réclament d'ailleurs? Parce que le sujet est posé là, à travers leur situation là. Ce qu'elle réclame, c'est l'accès aux droits, tout simplement. C'est avoir le droit de vivre dans des conditions dignes sur le territoire français. Et ce qui va se jouer là dans les mois qui viennent avec le projet de loi, c'est l'enjeu non seulement de limiter les mesures répressives sur le plan de la politique d'expulsion, mais c'est également de prévoir des mesures de régularisation qui puissent concerner largement des personnes aujourd'hui installées en France et qui ne se réduisent pas non plus à l'approche travail. Parce que l'approche travail, le gouvernement parle beaucoup de la question de la dépendance avec les employeurs et met en avant l'idée de réduire le rôle de l'employeur dans la régularisation. Mais quand on a un titre professionnel, on est forcément dépendant de son travail. De fait. Si on perd son emploi, on risque de perdre son travail. Donc du coup, pour nous, un enjeu vraiment de favoriser l'accès aux droits et favoriser le parcours d'intégration, pour reprendre les termes du gouvernement, ça passe nécessairement par une régularisation décorrélée du simple travail, qui peut évidemment le prendre en compte, mais qui ne se limite pas à ça. Quelles seront les revendications que vous porterez? Alors, vous êtes évidemment focus sur le débat des retraites. Vous l'avez d'abord évoqué à travers ces personnes étrangères, parce que leurs droits ont été maltraités et donc ils travaillent très très longtemps, plus longtemps que la moyenne. 40% sont issus de l'immigration et 40% sont des femmes. Et après, 20%, c'est ceux qui choisissent de partir à 67 ans. Donc, vous voyez, les deux sont liés. Est-ce que vous demandez, vous, en tant que secrétaire général d'un syndicat représentatif, est-ce que vous demandez des comptes aussi à certaines entreprises qui, finalement, pendant longtemps, ont utilisé ce système d'entre-deux, de la main à la main, au black, comme on dit, d'une manière illégale, pour pourvoir à des besoins effectivement nécessaires? Est-ce que vous leur dites peut-être que c'est le moment de tous se mettre autour de la table? Alors, se mettre tous autour de la table, je ne suis pas sûr qu'ils aient envie de s'y mettre autour de la table, mais je le critique et je le dis, souvent les plateformes. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Oui. Ces livreurs à vélo, là, oui. auto-entrepreneurs. Eh bien, on favorise avec ces plateformes où on sait qu'il n'y a pas forcément de papier, pas de contrat, et parfois on a le prêt d'une carte d'identité de quelqu'un. On fait vivre un système économique qui est lié plutôt, c'est comme les flux de migrants et tout cela,
où il y a certains passeurs qui prennent de l'argent. C'est la même chose. Donc on exploite la misère humaine, c'est ça, quoi. C'est ça. La suite, vous la voyez comment? Parce que, encore une fois, je leur dis, on est toujours sur cette ligne de crête entre le débat politique qui agite l'actualité des chaînes mainstream, et puis une réalité économique de chefs d'entreprise, d'agriculteurs qui vous disent, moi j'ai plus personne pour ramasser mes cerises, j'ai plus personne pour ramasser mes pommes, j'ai plus personne dans mes usines, j'ai plus personne dans mes crèches, et il faut m'aider. Mais ils sont les compétences, il faut aussi répertorier les compétences de tous ces jeunes hommes et jeunes femmes. Après, tout ça, c'est quelque chose de vraiment pas du tout nouveau. Et la question, c'est de savoir si aujourd'hui, on va réussir à prendre ce tournant ou pas. Mais les gouvernements, historiquement, ont toujours voulu privilégier une approche de l'immigration professionnelle fondée sur l'introduction. On va chercher à l'étranger les employés dont on a Sous besoin. François Hollande, Manuel Valls avait fixé ces règles. Voilà, notamment, mais vraiment, elles existent depuis que l'immigration professionnelle Donc rien de existe. neuf dans cette interview croisée, finalement. Malheureusement, pas grand-chose. Mais du coup, la question, c'est de savoir si c'est réaliste de penser que des employeurs vont pouvoir aller recruter à l'étranger des personnes pour bosser ici, alors que pendant ce temps-là, ils ont également des personnes qui sont devant leur porte, disponibles, qui attendent de bosser. Et qui sont certains dans des conditions d'hygiène déplorables, expulsés encore récemment. Juste les compétences avant de nous quitter. Parce que ces jeunes, moi je les ai rencontrés lorsque j'étais reporter, ils ont pour certains des compétences. Ils étaient maçons, ils étaient parfois cuisiniers. Comment on fait là? Parce qu'il faut d'abord aussi répertorier les compétences pour faire se rencontrer l'offre. Là, quand vous parlez des jeunes, il y a aussi la question de jeunes qui vont être pendant quelques années pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, donc parce qu'ils sont mineurs et parce qu'ils ont des droits et besoin de protection. Et donc il va y avoir un investissement de la France dans l'aide à la formation de ces jeunes-là. Et au moment où ils arrivent majeurs, on leur dit voilà, maintenant c'est fini, fin de la prise en charge, fin de la protection, pas de droit au séjour. On investit et on les remet dehors. Voilà, c'est ça. Donc il y a aussi vraiment une absurdité, alors que effectivement c'est des jeunes qui ont des compétences, et ils les ont nécessairement, ils les ont acquises ici pendant leur formation. Donc, puis ils ont acquis aussi la langue, parce qu'il y avait un vrai débat, je me souviens du rapport Aurélien Taché de 2017 remis à Édouard Philippe, où il y avait aussi quand même les exigences de maîtrise de la langue. Ça, vous corroborez à ces éléments-là quand même. Il faut maîtriser la langue pour accéder à l'emploi et pour qu'on soit tous égaux. Vous savez, on a critiqué la directive détachement au niveau de la Commission européenne. Oui, et on a réussi à la faire bouger en disant que quel que soit le pays d'où vous venez, vous ne pouvez pas toucher moins que le SMIC et avoir les mêmes conditions de travail. Eh bien, il faut qu'on l'étende pour tout le monde et puis qu'on facilite. Le débat n'est pas tranché. En tout cas, vous attendez tous, j'imagine, cette liste des métiers sous tension, mais vous nous dites, Lise Faron, en ultime conclusion, rien de neuf sous le soleil, et il y a le projet de loi, évidemment, qui va arriver. Nous, on attend surtout des mesures plus ambitieuses pour la régularisation plus large d'un plus grand nombre de personnes. On a bien entendu votre message. Merci Lise Faron, responsable des questions entrée de séjour et droits sociaux à la CIMAD. Merci à vous, Frédéric Souillot, secrétaire général de Force ouvrière. Et puis peut-être que si le temps vous le permet, bien, on fera un débat sur les retraites, parce que c'est un sujet qui occupe l'actualité des syndicats. Le ton monte sérieusement. Vous aussi, c'est du foutage de gueule, comme l'a dit François Omril, ou pas? Je dis la même chose. Aujourd'hui, 50% de ceux qui liquident leur retraite ne sont plus en emploi. Assurance chômage, maladie, invalidité, et 18% d'entre eux sont aux minima sociaux, voire au RSA. Et ils ont fait toute leur carrière, arrêtés à 55 ans. Donc quand on parle de tension sur certains métiers et tout cela, on a le plus bas taux d'emploi des 55-64 ans en Europe. Qui a progressé, c'est vrai, mais qui reste très faible. Oui. Merci. Vous reviendrez quand vous voudrez, évidemment. Le plateau vous est grand ouvert. Merci Frédéric Souillot, merci Lise Faron pour la CIMAD. On termine avec la cooptation. Oui, c'est fenêtre sur l'emploi et on accueille notre invité. Fenêtre sur l'emploi et on termine avec Caroline Mignot. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud. Vous êtes cofondatrice de Refer et vous avez ce podcast, donc vous êtes souvent venu nous parler Marketing Square. Et vous avez choisi aujourd'hui de nous parler d'un sujet qui est passionnant, mais je trouve peu utilisé ici en France pour le moins, de la cooptation. Alors c'est quoi d'abord cette cooptation? C'est quoi l'idée? La cooptation, vous l'avez un peu souligné Arnaud, en fait ça peut faire peur, ça peut sembler un petit peu technique. Ça m'a fait peur, je vous confirme. Oui, en plus on appelle souvent ça une technique de sourcing, autrement dit une super technique pour aller attirer des talents en entreprise. En fait ça désigne tout simplement le fait d'utiliser son réseau
pour recruter. Et on parle de 2 types de cooptation. La cooptation interne, donc le réseau des collaborateurs, les collègues de travail, ou la cooptation externe, c'est-à-dire le réseau en fait de toute autre personne qui peut vous aider à recruter à l'extérieur de votre entreprise. Pour vous donner un exemple qui est assez méconnu, il y a même une grande enseigne sportive que tout le monde connaît qui utilise ses meilleurs clients pour recruter, et en fait les clients de cette enseigne deviennent des coopteurs. Alors, c'est vraiment intéressant parce que je ne sais pas si vous avez chiffres et je ne veux pas vous mettre en porte-à-faux, mais par rapport au volume d'annonces classiques, ça représente quoi la cooptation dans le volume global? Pour l'instant, c'est seulement le 3e levier de recrutement préféré des recruteurs. Quand même. Après, tout ce qui est job posting, évidemment, mais qui est très coûteux. Et après, le travail sur la marque employeur, qui est vraiment un investissement sur le long terme et qui, pour moi, doit être combiné avec la cooptation, justement. Alors, les avantages, parce qu'on va voir que la France, que 3e méthode de recrutement, donc ça peut encore progresser. C'est quoi les avantages concrets? Les avantages, ils sont vraiment pour les 3 parties. D'abord, pour les candidats, c'est génial parce qu'on est recruté par la cooptation, donc on est recommandé. Et c'est l'équivalent du piston, mais façon vertueuse, parce qu'en fait, on est recommandé en fonction de ses skills, ses compétences, et quelqu'un s'engage pour nous. Donc déjà, on y va plus en confiance. Côté recruteur, cette fois, forcément, des frais de recrutement qui sont réduits. Un recrutement, en moyenne, c'est entre 3 000 et 10 000 euros. Après ça, on rajoute en fait tous les frais, le coût de l'administratif, c'est-à-dire le temps qu'on y passe à aller sourcer ces candidats, identifier les profils, qualifier les profils pour vérifier justement qu'il y a une bonne adéquation. Donc pour les recruteurs, ça dérisque cette partie-là, et même 2 autres métriques qui sont importantes. Le time to hire, c'est-à-dire le temps avant d'embaucher un candidat, est réduit grâce à la cooptation, et la rétention est meilleure de 14% à 47% sur les personnes qui restent dans l'entreprise au-delà de 3 ans. Parce que celui qui a porté cette cooptation, qui peut être un salarié, un ami, va lui parler de l'entreprise d'une manière un peu différente que lorsqu'il la découvre comme ça en ligne sur une annonce. C'est ça la réalité? Exactement, et le problème c'est qu'aujourd'hui en entreprise, comment est-ce qu'on pratique la cooptation? C'est un peu la méthode à la papa, on envoie un job desk à toute l'entreprise, c'est hyper impersonnel et du coup personne ne peut vraiment s'approprier cette description. Donc oui, on transmet avec ces mots, mais c'est encore compliqué à faire comme démarche pour la personne qui coopte. Donc il y a une réflexion à mener, c'est peut-être ce qui vient peut-être expliquer pourquoi c'est si peu ou si mal utilisé. J'ai vu qu'il y avait des entreprises, peut-être vous allez nous le confirmer Caroline, qui commencent à donner des primes, à accompagner financièrement celui, un petit peu comme la carte Amex, je fais un peu de publicité, mais si vous cooptez quelqu'un, vous avez quelques miles en plus. Il y a cette idée-là? Tout à fait. Alors ça, justement, ça existe un peu depuis la nuit des temps. Les TPE-PME, c'est une des méthodes de recrutement les plus utilisées, mais ça reste vraiment artisanal. Et du coup, aujourd'hui, nous, ce qu'on voudrait faire avec Refer, c'est vraiment permettre en fait à ce que l'information, elle circule de façon plus fluide, que ce soit pas juste la prime de cooptation, une affiche placardée dans les toilettes ou tout simplement un bouche à oreille qui se déforme au fur et à mesure du temps. Mais ça veut dire que là, ce que vous nous dites là, c'est un coup dur pour les entreprises de recrutement, parce qu'elles en font, je dirais, leur métier, leur business. Et vous êtes en train de nous dire, finalement, c'est plus efficace de faire de la cooptation. Alors c'est quoi? C'est parce qu'on n'a pas défini le modèle, en conclusion? Je pense qu'au contraire, ça va être un puissant levier pour tous les professionnels du recrutement, y compris les chasseurs de tête, pour aller chercher de nouvelles voies pour recruter, attirer les profils, réduire encore une fois les frais de recrutement, le temps de recrutement. C'est vrai que c'est un coût. Et optimiser la rétention des talents et même l'engagement en entreprise, Arnaud. Parce que du coup, en termes de culture d'entreprise, ces profils qui sont cooptés, en général, ils ont tendance à être tellement bien fait pour le job qui reste plus longtemps. Oui, parce qu'il y a aussi le temps de rétention du collaborateur. Il y a parfois des gens qui partent au bout on a vu des chiffres hallucinants. En 15 jours, les gens s'en vont, parfois moins. Merci Caroline de nous avoir éclairé. Cofondatrice de Refer et ce podcast Marketing Square, puis vous en avez d'autres sur LinkedIn. Vous êtes une femme très active. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet qui nécessite d'ailleurs presque un thème de débat. Merci à vous, merci à vous tous. L'émission est terminée. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous, évidemment. Merci à toute l'équipe, merci à Angèle à la réalisation, merci à Alexis pour le son, merci à Nicolas Juchat et merci à Lily. Merci à vous pour vos messages. Je serai là demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.